Bonsoir, chers participants. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Voilà, tout à l'heure, on va entendre la doctoresse Madame Calam, Nathalie Calam, qui va faire une conférence sur la CEP et les médecines intégratives. Donc voilà, moi, je vais juste vous présenter le programme en quelques minutes. Voilà, vous aurez 30 minutes de conférence avec la doctoresse Calam et ensuite, en fait, à la fin, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit durant une dizaine de minutes. Pour poser vos questions par écrit, vous avez normalement une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous avez un onglet où vous pouvez écrire vos questions. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là. Voilà. Et puis, je vous donnerai encore 2-3 indications à la fin du webinaire sur notre prochain programme online. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle conférence. Et là, je vous remercie de votre patience. Je vais juste me connecter avec la doctoresse Calam. Bonsoir, Madame Calam. Bonsoir à Voilà. tous. Voilà, Bonsoir. je On vous vous remercie de entend. m'avoir invité. On m'entend, ça va? Oui, oui, c'est tout bon. On vous entend, on vous voit. Donc, moi, je vais vous passer la parole. En tout cas, je vous souhaite une très belle conférence et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Voilà, eh bien, bonsoir à tout le monde. Euh, voilà, c'est bien qu'on puisse quand même se rencontrer virtuellement, même si je ne vous vois pas. On aurait dû se rencontrer en direct à Neuchâtel, mais ça sera une autre fois. En attendant, on peut au moins se communiquer. C'est Voilà, c'est le petit miracle de nos nouvelles technologies, même si elles ont aussi leur part d'ombre et de complications, mais en l'occurrence, ça nous aide. Voilà, alors je devrais vous parler des médecines intégratives, de la médecine ou des médecines intégratives. J'avais envie déjà de faire un petit euh, résumé des différents termes qu'on utilise parce que souvent il y a un peu une embrouille sur qu'est-ce qui est quoi. Effectivement, quand on dit médecine intégrative, c'est le dernier terme à la mode, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, déjà pour me présenter, je suis médecin généraliste, homéopathe et naturopathe. Et il est vrai que je me suis intéressée aux médecines dites naturelles depuis mes études de médecine, donc ça fait très longtemps. Et depuis maintenant 33 ans, je travaille dans le cadre du Centre Prévention et Santé à Colombier-Neuchâtel. Évidemment, c'est bien les domaines qui m'intéressent, la prévention et la santé. Et j'y travaille à plein temps, plus qu'à plein temps, depuis toutes ces années. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce centre qui organise pas mal de cours, de conférences, de consultations aussi. On est un groupe de médecins et de thérapeutes. Et maintenant, on a une école qui forme des jeunes naturopathes. Voilà un petit peu ma figure de présentation. Et puis, ce soir, donc, on va parler de ce qui est la médecine intégrative. Je vais déjà vous donner quelques résumés. J'avais fait un petit lexique comme ça pour une conférence que j'avais donnée aux pharmaciens l'année passée et que j'ai repris pour vous. Alors, médecine académique déjà. Qu'est-ce que c'est que l'académie? C'est celle qui est enseignée officiellement dans les universités, dans les hôpitaux, celle que vous connaissez bien. Médecine conventionnelle, en fait, la médecine conventionnelle, c'est la médecine officielle, justement, reconnue par l'État comme la médecine de référence. Et c'est celle qui donne les guidelines, comme on dit, c'est-à-dire les références, les lignes de conduite soumises aux conventions publiques, aux assurances, aux conventions juridiques, économiques, etc. C'est la médecine qui vous donne les lignes de conduite et, par exemple, pour notre épidémie actuelle, hein, c'est la médecine conventionnelle qui est au premier plan, on va dire. Et puis, la médecine traditionnelle, en fait, c'est la médecine issue d'une tradition orale en général, ethnique, culturelle. Ça pourrait être ce qu'on appelle la médecine de grand-mère. Mais la médecine de grand-mère, vous savez qu'on l'appelait aussi la médecine de bonne femme, et la bonne femme, c'est buona fama, ça veut dire de bonne réputation. Comme quoi, vous voyez que la médecine de grand-mère a toute sa valeur. La médecine complémentaire. Alors, c'est une pratique qui complémente la médecine académique ou officielle par une pratique différente
en général issues des médecines alternatives. Alors justement, médecine alternative, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine qui a des postulats différents que la médecine académique, qui a une compréhension différente de la maladie et du patient avec d'autres moyens thérapeutiques. Okay, c'est comme s'il y avait un complément, mais que c'était aussi une alternance. Bon, progressons un petit peu. Il y a la médecine parallèle. Alors, médecine parallèle, c'est difficile parce que deux parallèles, par définition, c'est deux droites qui ne se croisent jamais. Et c'est justement ce qu'on aimerait éviter. Maintenant, on essaye d'intégrer tout le monde. C'est bien le hic actuellement. La médecine holistique ou la médecine intégrale, c'est une médecine qui prend en compte les différentes parties de l'être humain, les différentes dimensions au niveau physique, psychique, énergétique, social, spirituel. On essaye de prendre tous les plans de l'être humain. Ce que des fois, notre bonne médecine conventionnelle néglige un petit peu. Mais enfin, la médecine empirique, maintenant, c'est la médecine issue de l'expérience et de l'observation. On pourrait dire que véritablement la médecine empirique est la voie juste, puisqu'elle se base sur l'expérience et l'observation. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la médecine scientifique, mais la médecine scientifique a souvent besoin de tellement de travaux, d'études, voilà, de publications. C'est assez lourd et long. Mais finalement, je dis souvent, chacun est empirique, chacun est scientifique. Si vous observez correctement vous-même, votre environnement, la nature, vous pouvez en tirer quelques expériences et donc un comportement qui vous met souvent dans une meilleure situation. Les médecines naturelles, bien sûr, ça désigne toutes les techniques, disciplines issues des traditions, mais aussi des innovations plus récentes liées à la nutrition, par exemple la phytothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles, les compléments alimentaires et toutes sortes de techniques du toucher. Voilà, c'est des médecines qui essayent de se mettre dans le mouvement de la nature pour soigner un être vivant. Autrefois, on disait médecine douce, c'est un peu désuet, ça désigne les médecines naturelles, ça inclut toutes sortes de soins pratiqués par des thérapeutes ou le public en automédication. Mais disons, quand on dit doux, ça veut dire que, bon, allez, ça fait pas de mal, mais quand même, ça ne fera pas tellement grand-chose. C'est un peu, oui, on se moque un peu de ça. Alors, maintenant, on arrive à la médecine intégrative, c'est le dernier mot à la mode. En fait, c'est une médecine qui est censée intégrer tous ces différents courants thérapeutiques selon les besoins du patient, les possibilités présentes, les compétences disponibles. On aimerait bien intégrer toutes ces connaissances. Voilà, mais le problème c'est qui intègre qui et quoi. Et ça, c'est là qu'il y a un petit souci, parce qu'il y en a certains qui sont plus aptes à intégrer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut beaucoup de tolérance, il faut beaucoup de curiosité, il faut beaucoup d'ouverture à l'autre pour dire, bon, il pratique une médecine que je ne connais pas, que je ne comprends pas, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dois vous dire que dans ma pratique de médecin en consultation, je vois tellement de choses différentes. Et je suis obligée de dire, ah oui, et alors bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a marché pour vous? Est-ce que ça vous a fait du bien? Et c'est ainsi que j'apprends beaucoup de systèmes de santé que je ne connaissais pas jusque-là. Je pense que j'ai même plus appris en médecine par mes patients que par mes études universitaires. Enfin voilà, c'est médecine empirique. En Suisse, vous savez qu'on a un statut particulier parce que nous avons, par une initiative populaire, réussi à voter dans la loi fédérale en 2009 que les médecines complémentaires faisaient partie de la loi sur la santé. Donc, on est vraiment un des seuls pays où ça existe, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a eu tout un gymkhana. En fait, il y a un feuilleton, je dirais. Parce que vous savez, ces fameuses médecines complémentaires avaient été intégrées dans l'assurance de base en 1999 par Madame Dreyfus, puis retirées en 2005 par Pascal Couchepin, et puis réintégrées en 2012 pour une période transitoire de 6 ans. Et savez-vous que ce délai est levé parce que ça passait presque inaperçu. En 2019, Alain Berset a mis les 4 médecines complémentaires pratiquées par les médecins au même titre que les autres disciplines médicales. Les 4 disciplines, c'est la médecine homéopathique, la médecine anthroposophique, la médecine chinoise
et la phytothérapie. Et ces 4 médecines pratiquées par des médecins sont prises en charge par la science de base, conditionnant bien sûr la formation et la compétence du médecin. Mais c'est quand même très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de pays où c'est le cas. OK. Et puis maintenant, on a toutes sortes de thérapeutes. J'aimerais juste vous dire qu'il y a des expériences aussi et des recherches qui sont faites en milieu hospitalier, en particulier au CHUV, suite à l'initiative populaire en 2012, un institut qui s'appelle CEMIC, le Centre d'études des médecines intégratives, justement, a été créé avec différents travaux de recherche et aussi une certaine collaboration au niveau thérapeutique. Il y a eu un peu des changements de poste, mais actuellement, ce centre existe et peut proposer des traitements en hypnose et en acupuncture, en particulier pour la gestion de la douleur et en oncologie. Voilà, donc cette médecine intégrative est gentiment peut-être en train d'entrer dans les hôpitaux. Au HUG à Genève aussi, il y a un travail qui est fait en oncologie pour intégrer d'autres connaissances, timidement, mais ça existe. L'hypnose a vraiment commencé à prendre sa place dans différents centres. À Berne, alors Berne, c'est une des universités, je pense, les plus avancées. Il y a un institut qui s'appelle le ICOM, voilà, qui fait partie de l'université de Berne et intègre justement des médecines complémentaires à l'enseignement aux jeunes médecins et aux soins des patients, avec la médecine anthroposophique, homéopathie et médecine traditionnelle chinoise. Donc, vous voyez, ça existe, ça existe. Maintenant, il y a beaucoup de thérapeutes. Vous savez qu'en Suisse, on a environ 25 000, c'est quand même pas mal, thérapeutes agréés par les caisses complémentaires, cette fois, qui travaillent dans environ 150 disciplines différentes. C'est quand même un panel pas disons, vraiment représentatif de beaucoup de thérapies différentes. Évidemment, ils doivent être validés dûment par des écoles reconnues et avec des examens de compétences, etc. Il y a plusieurs organismes qui font l'intermédiaire entre les écoles, les thérapeutes et les caisses maladies complémentaires. Ces organismes, c'est la NVS, en Suisse allemande surtout, l'ASCA, bien connue en Suisse romande, le RME, qui est une émanation des caisses maladies, et l'APTN, qui est une association de praticiens. Donc, vous voyez que ces différents organismes peuvent valider tous ces thérapeutes pour qu'ils puissent œuvrer aussi à la santé des patients. Heureusement pour eux, ils étaient en arrêt de travail depuis 6 semaines et ils ont recommencé hier. On est très content que les soins de la personne, y compris les thérapeutes, ont pu ainsi reprendre. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Il y a différentes formations. Maintenant, quelque chose aussi très innovant en Suisse, il y a des nouveaux diplômes fédéraux qui ont été créés depuis quelques années. Ça s'appelle les ORTRA, Organisation du monde du travail, qui va valider des formations très longues. Cette fois, c'est des formations qui ont facilement 5 à 6 ans, qui sont des véritables études et qui ont un niveau de haute école, je dirais. Hein. Et il y a les deux volets de ces ORTRA. Le MA, médecine alternative, ce sont surtout les médecines dites prescriptives. Ça veut dire quoi? Le thérapeute pourra prescrire quelque chose, par exemple de l'homéopathie, de la phytothérapie, des fleurs de bar, des huiles essentielles. Voilà, c'est une prescription. D'accord? Donc, il y aura aussi beaucoup de travail sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur certains soins pratiques. Les soins pratiques manuels, eux, seront plus dans les ORTRA TC, thérapie complémentaire. Là, on aura toutes les disciplines manuelles. Par exemple, le shiatsu, les différentes sortes de massage, de drainage lymphatique. On aura aussi le travail aussi plus de sophrologie, l'hypnose, elle est un petit peu, je crois, en dehors de cette ORTRA, mais il y a actuellement 14 disciplines qui sont présentées par les thérapies TC. Ce droit de pratique est ouvert en Suisse. Il est en fait décerné selon les cantons.
Certains cantons, comme le canton de Berne, sont assez stricts. Il faut demander un droit de pratique pour ces thérapeutes. D'autres cantons, comme le canton de Vaud, Neuchâtel, sont plus souples. Vous n'avez pas de droit de pratique, mais pour être remboursé par les caisses, bien sûr qu'il faut avoir validé toute sa formation. Donc, je dirais que c'est des gens sérieux qui sont sur le pont en Suisse et c'est un bienfait pour la population d'avoir toutes ces possibilités de soins. Ok, et on sait qu'en Suisse, beaucoup de monde se soigne avec ces différentes techniques. Différentes enquêtes ont eu lieu dans la population. On dirait qu'au moins 50% des Suisses se soignent avec l'une ou l'autre de ces thérapies. Et puis, je dirais que le taux de satisfaction est assez élevé, 70 à 80% dans ces études. Donc, oui, je pense que on est dans un pays qui a une ouverture réelle à ces médecines complémentaires. Alors maintenant, la question, c'est de pouvoir intégrer tout le monde. Alors, forcément que les thérapeutes, eux, sont obligés d'intégrer la médecine conventionnelle. Pour faire leurs études, ils ont, pour les thérapeutes MA, en tout cas 450, suivant même 600 heures de formation de médecine académique, donc anatomie, physiologie, pathologie, donc c'est quand même considérable. Pour les thérapies manuelles, un petit peu moins, mais quand même, ils ont appris tout ça aussi, les très bonnes bases. Par contre, les médecins et la médecine conventionnelle ont un petit peu plus de peine à intégrer ce monde des thérapeutes. On espère que ça va gentiment venir. Si les thérapeutes continuent de faire du bon travail, forcément la collaboration sera de plus en plus fréquente. Et je pense aussi que c'est une question de génération. Peut-être que les générations plus jeunes auront plus d'ouverture à la collaboration avec ces thérapeutes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des personnes atteintes de la sclérose en plaques? C'est quand même ce chapitre-là qui vous intéresse. J'aimerais dire qu'il y a plusieurs volets qui me semblent vraiment importants. J'en ai déterminé une dizaine. Vous allez me dire sur 150 thérapies. Non, mais j'ai mis vraiment des groupes. Je pense que le point le plus important, c'est l'alimentation. Je crois que la base de toute thérapeutique complémentaire, c'est l'alimentation. Vous vous rappelez les vieux adages, nous sommes ce que nous mangeons. Et Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, que ton aliment soit ton remède. Voilà, ça c'est des bases très importantes. Et vous vous rappelez peut-être la fameuse doctoresse Kousmine qui a commencé de travailler sur ces domaines-là dès les années 1950. Elle est décédée en 1992, mais elle a fait vraiment une carrière pour travailler sur la qualité de l'alimentation. En effet, on sait bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie alimentaire a pris ses aises et a fabriqué des aliments pas toujours comestibles, si j'ose dire, et qui ont fabriqué beaucoup de maladies dégénératives dans notre société. Et je pense qu'elle était une des premières à dénoncer la qualité de notre alimentation, des mauvaises huiles chauffées, industrielles, des mauvaises qualités de céréales, des mauvaises qualités de trop de sucre dans l'alimentation, pas assez de végétaux, les pesticides qui commençaient à inonder toute notre alimentation. Elle est une des pionnières vraiment de toute cette question-là. J'aimerais vous recommander un livre vraiment chaleureusement, peut-être que vous le connaissez, c'est le livre de Alain Bondil, docteur Alain Bondil, Un autre regard sur la sclérose en plaques, édition, attendez, Jouvence, hein, Santé Jouvence. C'est un livre qui est apparu en 2013. C'est un médecin français, mais qui a beaucoup collaboré, qui a appris beaucoup de la doctoresse Kousmine et qui l'a suivi. Ce livre a été écrit en 2013 et il relate l'expérience de ce médecin qui a, dans sa vie, soigné 800 patients atteints de sclérose en plaques. Je crois que c'est vraiment un collectif très impressionnant pour un seul médecin et il l'a fait vraiment dans les pas de la doctoresse Kousmine, mais pas que. Je pense qu'il a été même plus loin qu'elle. Il a travaillé sur le rôle de la génétique et de l'hérédité, de la carence justement en bonnes huiles, l'acide gras insaturé comme on dit, et les problèmes de l'hyperperméabilité de l'intestin, qui sont très importants dans l'initiation des maladies auto-immunes et justement de la sclérose en plaques.
les agents infectieux, les virus, les bactéries qui peuvent mettre en route une maladie auto-immune, le problème grave des métaux lourds qui sont de plus en plus présents autour de nous, dans notre corps évidemment, et qui peuvent entraîner pas mal de dégâts au niveau du système nerveux en particulier. Les matières parasites comme les plastiques, les perturbateurs endocriniens, les pesticides et autres, ce qu'on appelle les phytosanitaires, je ne sais pas si c'est sanitaire, mais bon. Et puis tout ce problème des pollutions électromagnétiques qui est sur le devant de la scène actuellement. Il a également travaillé sur l'incidence du stress sur le psychisme et décrivant les différentes possibilités de gérer les poussées de sclérose en plaques. Et vraiment, à chaque chapitre, il relate des cas pratiques, des réels cas qu'il a suivis lui-même. Donc, en plus, sa femme qui était d'abord sa secrétaire médicale, était atteinte de sclérose en plaques et il a réussi à la soigner, à la sortir totalement d'affaires. Donc, c'est aussi une preuve de fiabilité de ce qu'il avance. Voilà, j'aimerais vraiment vous recommander cet ouvrage. Donc, alimentation, c'est la base. Ensuite, il faut repérer les carences. Nous sommes une société en hyperalimentation, on est tous un peu trop gros, et pourtant on est plein de carences. Quand on cherche, quand on fait vraiment des analyses fines de biologie, on trouve que les gens ont plein de carences au niveau oligo-éléments, au niveau vitamines, au niveau minéraux, au niveau des acides gras, justement des bons lipides qui doivent travailler sur sur toutes nos membranes, sur notre système nerveux également. Donc, travailler sur les carences, ça nécessite des analyses spécifiques et complémenter ces carences. C'est vraiment très important. Après, bien sûr, j'ai mis l'équilibre émotionnel et affectif. On sait très bien que notre corps ne nous ment pas et quand on est en déséquilibre affectif, quand on est stressé, quand on a peur, quand on est malheureux, on est beaucoup plus apte de mettre en route des maladies. Vous savez que maintenant, on a un concept assez récent, mais quand même, il date il y a une quarantaine d'années. Vous comprenez, dans les connaissances, ça va assez lentement. Donc, quand je dis récent, 40 ans, oui, bon, c'est le concept de PNEI, peut-être vous connaissez ça, mais c'est psycho-neuro-endocrino-immunologique. Et maintenant, on sait très bien que ces 4 secteurs travaillent totalement ensemble, avec les mêmes transmetteurs, avec les mêmes messagers, les mêmes informations. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien dans votre psychisme, vous n'irez pas bien dans vos nerfs, dans votre immunité, dans vos glandes endocrines. Et voilà, ça va dans tous les sens. Mais effectivement, on ne peut plus couper la tête du reste du corps, heureusement. Donc l'équilibrage émotionnel et affectif, c'est très important, évidemment. Ensuite, j'ai mis les mouvements et la mobilisation. Vous savez, il y a des tas de grands programmes de prévention qui disent manger, bouger. Bon, ok, alors c'est sûr. Ce qu'on mange et comment on bouge est très important. Vous avez peut-être des problèmes pour votre mobilisation, mais quand même, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire de manière active ou passive, gardez votre corps en mouvement. Ça fait aussi partie de la santé. Les thérapies du toucher, justement, sont très importantes. Si on a de la peine à se mobiliser, si on a des douleurs, tout ce qui est touché va relancer notre capacité de mobilité, mais aussi gérer les douleurs, travailler sur la lymphe, le drainage lymphatique, relancer la circulation. Toutes les thérapies du toucher, je pense, dans le cas de la CEP, sont très importantes. On peut travailler aussi au niveau énergétique. Des fois, on ne supporte pas le toucher, mais travailler sur l'énergétique est très important. On sait très bien que notre corps ne se limite pas à notre corps. Nous avons un corps énergétique aussi. On sait qu'on peut travailler là-dessus aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de nouvelles thérapeutiques qui s'appellent les biorésonances mettent en jeu des appareils très, très intéressants. C'est vraiment la nouvelle science, ça, puisqu'on fait partie maintenant aussi de la biophysique ou de la médecine quantique et plus seulement de la médecine biochimique. On doit intégrer le fait que nous sommes des êtres électromagnétiques, de toute façon. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait un électrocardiogramme et un électroencéphalogramme? Nous sommes électromagnétiques de toute façon et dans tout notre corps et tous nos réseaux de transmission.
Donc l'énergétique nous concerne évidemment. Et bien sûr, après, nous avons toute la nature, toutes les plantes qui peuvent nous aider. Les connaissances des plantes sont en train de vraiment prendre beaucoup de place dans notre société. Heureusement, on en apprend tous les jours à mieux les préparer, mieux les utiliser, mieux les choisir, améliorer leur qualité, soit en phytothérapie sous toutes ses formes, mais aussi en aromathérapie. C'est une science relativement nouvelle. On a redécouvert, parce que les anciens utilisaient les essences, bien sûr, mais on a redécouvert toutes les potentialités des huiles essentielles de l'aromathérapie. Dans la pandémie qui nous touche actuellement, avec ces problèmes respiratoires, ces contagions par voie aérienne, je pense que les huiles essentielles sont vraiment un outil très, très intéressant. J'aimerais dire un petit mot aussi de la flore intestinale. On a, je pense, trop longtemps ignoré que notre ventre, c'est le centre de notre organisme. On a tantôt cru que c'était la tête, mais la tête, c'est bien, mais le ventre, c'est tellement fondamental. C'est pour ça que je mettais l'alimentation en premier plan. Mais dans notre ventre, il n'y a pas seulement ce qu'on mange, il y a cette flore intestinale, cette microflore tellement importante pour nous et qu'on est tous en train d'étudier et de comprendre à quel point elle est intégrée à notre immunité, elle est intégrée à notre santé globale et vraiment toutes les études qui vont pour améliorer et promouvoir une flore intestinale saine vont nous aider à rétablir notre santé. Il y a maintenant une science assez nouvelle aussi, très très intéressante, qui s'appelle la microimmunothérapie. Cette microimmunothérapie a été découverte dans les années 60, donc c'est nouveau, mais ça a 60 ans, par un médecin homéopathe belge qui a commencé d'utiliser justement ces fameux messagers de notre corps comme ce qu'on appelle les cytokines. Ça peut s'appeler l'interféron. Vous connaissez l'interféron. Les interférons, pardon. Ça peut s'appeler les interleukines, ça peut s'appeler des prostaglandines et puis des petites hormones, etc. Donc, en fait, tous ces petits messagers qui constituent notre langage intérieur ont été passés en ce qu'on appelle en low dose, c'est-à-dire en microdose. C'est une dilution qui ressemble à de l'homéopathie, mais ce n'est pas l'homéopathie puisque ce sont nos propres messagers. Et comme on a maintenant des médicaments en biothérapie conventionnelle qui sont des immunomodulateurs, mais qui sont souvent en dose pondérale, c'est-à-dire en dose beaucoup plus forte et qui peuvent donc avoir beaucoup d'effets secondaires, nous avons ces mêmes messagers qui sont traités en low dose. C'est absolument passionnant et c'est un champ ouvert pour toutes les maladies du monde moderne, les maladies auto-immunes en particulier. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur le site Microimmunothérapie, c'est un institut français. Vous pouvez aussi regarder sur IFMI, Institut français de microimmunothérapie. Ils ont un site qui parle très bien déjà de cette connaissance. Donc, les biorésonances, ça je vous en ai parlé. J'aimerais aussi dire un petit mot sur ce problème de la pollution électromagnétique qui nous environne. Comme je vous ai dit, nous sommes des êtres électromagnétiques. Comment ignorer que toutes ces ondes qui nous traversent en permanence ne pourraient pas avoir un effet délétère sur notre système nerveux et notre système immunitaire? C'est quand même fort de café d'imaginer que ça ne va rien nous faire. Et je suis un des médecins qui suit de nombreux patients, de plus en plus nombreux patients qui sont des électro-hypersensibles. En fait, vous savez, c'est un peu comme les canaris dans les mines. Les canaris des mineurs, on les mettait dans des cages en haut des tunnels parce que quand il y avait un coup de grisou, c'est-à-dire le gaz qui arrivait, les canaris tombaient en premier. Et ça permettait parfois de sauver les mineurs. Je pense que les électro-hypersensibles sont nos canaris, on doit absolument les respecter. Quand quelqu'un vous dit qu'il a horriblement mal à la tête, qu'il a des vertiges, qu'il a des acouphènes, qu'il peut plus se concentrer parce qu'il ne supporte plus le Wi-Fi, qu'il ne supporte plus les téléphones mobiles, qu'il ne supporte plus, hein, il faut l'écouter. Il ne faut pas dire mais non, mais non, mais non, c'est dans la tête, etc. De plus en plus de gens relatent les mêmes types de symptômes et quand vous êtes touché dans votre système nerveux et votre système immunitaire, je vous invite à faire très attention
aux champs magnétiques qui vous environnent. Et bien sûr, qu'on se voit maintenant par vidéo, c'est bien pratique, mais ne laissez pas votre Wi-Fi allumé tout le temps. Ne laissez pas votre téléphone portable allumé juste à côté de vous. Essayez de diminuer au maximum l'incidence de ces champs électromagnétiques dans votre vie. Vous en sentirez un mieux-être et moins de fatigue certainement. C'est tout un chapitre. Et d'ailleurs, je voulais vous signaler que nous avons organisé par le Centre Prévention et Santé où je travaille un congrès justement qui a lieu ce jeudi sur les ondes électromagnétiques. Quelle incidence sur votre santé? Évidemment, vous imaginez bien, on n'a pas pu le faire en direct, donc on l'a fait en vidéoconférence. Il est encore possible de s'inscrire. Vous faites simplement sur le site, attendez, le droit, voilà, www.congrèsnaturaux.ch et là, vous allez tomber sur toutes les précisions. Il y a comme évidemment de la place puisque c'est un congrès en vidéoconférence. Si ça vous intéresse, nous allons avoir plusieurs spécialistes qui vont vraiment parler de ces problèmes-là. Je pense que c'est important. Et puis, en dernier lieu, j'aimerais dire que j'ai parlé de médecine holistique intégrative, de l'être complet. Je pense qu'il n'est pas inutile de savoir que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous avons aussi cet aspect-là de nous-mêmes que nous devons préserver, rencontrer, ouvrir et que actuellement de plus en plus de pratiques de spiritualité, j'aimerais dire laïque, sont mises en ouverture au public. Par exemple, toutes ces pratiques de méditation, euh, de, de travail intérieur, de respiration, de travail comment s'harmoniser, retrouver la paix à l'intérieur de soi existent, elles que sont souvent praticables également à distance. Il y a des cours qui peuvent être pris. Voilà, beaucoup de domaines est actuellement accessible. Cela ne veut pas dire que les traditions religieuses ne sont plus d'actualité. Je pense que chacun doit trouver son chemin, mais il n'est pas inutile de savoir qu'un équilibre dans sa propre intuition du monde de la spiritualité est très important pour un équilibre de santé. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je pensais. J'aimerais juste vous recommander de ne pas être trop paniqué par l'épidémie qui nous touche actuellement. Vous êtes touché dans votre santé et dans votre immunité, mais a priori, vous savez que la sclérose en plaques ne vous met pas plus en danger que d'autres. Il y a juste la question de certaines thérapeutiques qui sont des immunomodulateurs, mais en fait plutôt immunodépresseurs quand même. Et voilà, qui peuvent affecter quand même un peu plus le risque de prendre une infection. Et en plus, quand vous avez une infection, vous avez de la fièvre, une infection fiévreuse, ça vous coupe pas mal de force, et il faut l'éviter évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous invite, quel que soit votre traitement habituel, de vous intéresser aussi à cette question de comment renforcer votre système immunitaire, renforcer vos propres défenses avec les différents points que j'ai évoqués. Et n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes validés qui pourront vous accompagner dans cette démarche. Il y en a un petit peu dans tout le pays. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, sur le site les différents sites comme celui de l'ASCA, ASCA. L'ASCA a un site très bien fait, ouvert au public, où vous pouvez aller regarder les thérapeutes qui sont disponibles dans votre région, dans votre village ou votre ville, et qui pratiquent une thérapeutique que vous aimeriez pouvoir aborder. Je pense que c'est difficile de faire tout seul, c'est difficile de demander tout aux médecins qui sont souvent pas tellement formés dans ces domaines. Donc, voilà, je pense que c'est une invitation à trouver des thérapeutes qui vous conviennent. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez un temps de questions. Je suis à votre disposition encore un petit moment. Voilà, bonjour, rebonjour. Merci beaucoup, Voilà. Madame Kalam, pour votre conférence. Et donc, j'invite aussi, comme
voilà, les questions sont ouvertes. Donc là, j'ai pour l'instant reçu aucune question, donc on va attendre un petit moment. En tout cas, n'hésitez pas justement à poser vos questions par écrit. Là, on a une dizaine de minutes. Voilà, donc c'est via la petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Voilà, donc là, j'ai une première question, Madame Calam, pour vous. Voilà, il y a un participant qui demande renforcer le système immunitaire, point d'interrogation, en cas de CEP. Oui, alors, il y a des choses vraiment qui ont été validées par de nombreux spécialistes, justement, en médecine complémentaire. Je pense que ce qu'il faut penser, c'est à la vitamine D, très importante. Et je pense qu'il faut vraiment carrément mettre plus d'unités que ce qui est recommandé. Normalement, on dit 6 à 800 unités par jour. Moi, je vais facilement jusqu'à 2000, 2500 quand on est dans une période de pandémie et qu'on a en plus un problème de santé. Voilà, et la vitamine C est aussi très importante, on le sait, le zinc également. Le zinc, on manque presque tous de zinc et on sait parfaitement que le zinc est un antiviral puissant. Il y a des plantes intéressantes pour être à vos côtés. J'aimerais dire par exemple que le citron est intéressant en jus frais, par exemple. Le, euh, euh, Il y a une plante que j'adore, c'est l'Echinacea, mais on a toujours dit qu'il fallait faire un petit peu attention avec les maladies auto-immunes. Donc, on peut le prendre pendant quelques jours, mais pas trop longtemps. Et au tout début d'un rhume, ça peut vraiment être intéressant pour renforcer votre première ligne immunitaire. Il existe l'Echinacea sous toutes ses formes, même en spray buccal, par exemple, quand on a mal à la gorge. L'aloe vera est une plante très intéressante pour nettoyer son organisme, mais aussi pour renforcer son système immunitaire. Il existe en gel buvable, différentes marques. Le gingembre est une plante alimentaire super intéressante. On peut en prendre en sirop, en boisson, en petites morceaux coupés dans son thé. La cannelle également, vous voyez, il y a beaucoup de plantes alimentaires qui sont intéressantes pour le système immunitaire. Voilà quelques exemples de ce que je peux vous dire, mais il y a aussi des préparations, comme je disais tout à l'heure, en huile essentielle. Par exemple, la plus célèbre, c'est une huile qui s'appelle la Ravinsara, huile essentielle de Ravinsara. C'est quelque chose que l'on utilise en usage externe. Par exemple, vous pouvez vous en mettre un petit peu sur la gorge, un peu sur les poignets, et ça vous fait une sorte d'écran un peu antiviral très intéressant. Mais il y a tellement de choses à développer sur ce chapitre. Je vous assure qu'il y a beaucoup de quoi faire. Merci. Là, j'ai un autre participant qui demande qu'en est-il du jeûne? Y a-t-il des possibilités de faire des séjours remboursés? Ah, ouais, bonne question. Alors, le jeûne est une thérapeutique extraordinaire. Vraiment, je pense que ça guérit beaucoup de choses. Mais quand on a déjà un problème de santé, il faudrait mieux le faire de manière accompagnée médicalement, en tout cas par un thérapeute agréé. On n'a pas beaucoup de centres de jeûne officiels en Suisse, hein. Il y a des groupes de jeunes qui sont organisés, il y a certains thérapeutes qui proposent un accompagnement, mais en fait, le maximum des connaissances médicales sur le jeûne sont en Allemagne. Vous connaissez peut-être la célèbre clinique Büchinger au lac de Constance. Ça, c'est vraiment des médecins professionnellement qui sont depuis au moins 40 ans formés dans le jeûne et qui accompagnent des personnes et qui forment des médecins. Mais ils forment des médecins allemands, justement, malheureusement. Et à Berlin, il y a une université aussi, un service universitaire spécialisé dans le jeûne thérapeutique, vraiment passionnant. Donc voilà, c'est bien, mais en Suisse, on n'a pas grand-chose sur le jeûne et surtout pas du tout remboursé, malheureusement. Désolée. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je vais passer à une troisième question. Donc, quelqu'un me demande si c'est conseillé ou déconseillé de cumuler les différentes thérapies intégratives, par exemple hypnose, thérapie énergétique, etc., durant une même période.
Alors, moi, je crois que vraiment, c'est comme quand vous allez faire vos commissions, vous pouvez choisir d'être en monodiète ou bien de faire une diète variée. Sincèrement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se combiner, mais il faut essayer de varier le menu de manière équilibrée. C'est-à-dire, si vous avez une thérapeutique basée sur les compléments alimentaires, ça peut se combiner avec de l'hypnose ou ça peut se combiner avec la kinésiologie, par exemple, ou si vous faites du shiatsu ou du massage, ça peut se combiner avec, vous voyez, on ne va pas mettre tous les jeux sur le même type d'approche. On va peut-être combiner une thérapie corporelle avec une thérapie prescriptive, un travail émotionnel avec, vous voyez, c'est ça. Et bien sûr qu'on peut le faire. Bien sûr, j'ai plusieurs patients qui travaillent comme ça avec différents thérapeutes. L'important, c'est de se sentir à l'aise avec un thérapeute et dans une technique. Ne faites jamais quelque chose qui vous contrarie, qui ne vous convient pas, qui vous fait mal. Ne vous forcez jamais en disant on m'a dit que c'était bien, je dois le faire. Non. Écoutez toujours votre ressenti. Ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci. Là, j'ai une autre personne qui demande si on doit discuter en premier avec le médecin généraliste pour avoir une ou plusieurs consultations chez un thérapeute agréé. Non, ce sont au niveau assurance, c'est des assurances différentes. Euh, les thérapeutes agréés seront toujours du côté de l'assurance complémentaire, mais le médecin toujours du côté de la base. Donc, il n'a pas besoin de vous faire une délégation en principe. Le médecin doit vous faire une délégation si vous êtes en médecin de famille pour aller voir un autre médecin, mais pour aller voir un thérapeute, normalement pas. Donc, vous pouvez bien sûr en parler avec votre médecin si vous avez une bonne relation de confiance. Le problème, c'est que la majorité des médecins ne sont pas du tout formés dans ces thérapeutiques. Comment peut-il vous conseiller s'il n'a aucune expérience lui-même? Et c'est bien ça le problème. Si vous attendez de votre médecin qui vous recommande d'aller faire de l'acupuncture, du shiatsu ou de la kinésiologie, vous attendrez très longtemps parce que lui-même, il n'a pas l'expérience. Sauf si lui-même a pris le temps de s'intéresser, de faire une formation, d'ouvrir ce vaste champ d'expérience. Donc, en fait, je pense que c'est bien de pouvoir communiquer, mais il n'y a pas besoin d'attendre le OK de son médecin. Voilà, ça c'est mon avis, mais je crois que le plus on peut être au clair et que tout le monde communique, c'est bien le but de la médecine intégrative, c'est de ça qu'on parle ce soir. Oui. Voilà. Merci pour votre réponse. Et voilà, j'ai une autre personne qui demande qu'est-ce que vous pensez de l'hydratation du côlon? C'est vrai que c'est une thérapie qu'on entend souvent aussi. Oui, oui, l'irrigation colonique en fait, irrigation colonique. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est un perfectionnement de la vieille thérapeutique du lavement en fait. La doctoresse Kousmine conseillait beaucoup de faire des lavements parce qu'elle avait déjà compris le rôle pathogène de certaines bactéries intestinales et que c'est vrai que quand on a, en particulier quand on a des problèmes de constipation chronique ou de flore intestinale ou d'inflammation, le fait de laver ce qui reste, qui est souvent une sorte de résidu un peu sec en croûte qui borde le côlon, parce que l'irrigation colonique, vous ne pouvez jamais faire que le côlon, vous ne pouvez jamais aller dans l'intestin grêle, on est d'accord. Hein? L'intestin grêle, il a au moins 10 mètres de long, le côlon, on a à peu près 1 mètre, donc vous ne pouvez travailler que sur le mètre du côlon. Mais celui-là est très important parce que c'est là que se concentre la majorité des bactéries pathogènes. Donc, on sait très bien que l'irrigation colonique a un effet tout à fait calmant sur beaucoup d'inflammations, sur beaucoup de douleurs, sur beaucoup de troubles intestinaux. Seulement, en général, après une irrigation colonique, il faut redonner une flore probiotique correcte, il faut réinformer le corps. Et puis, il faut faire attention, il faut que de nouveau le thérapeute ou la thérapeute qui vous fait ça soit agréé, soit bien formé. Il faut y aller de manière très respectueuse de la personne. Il y a des gens qui ont un côlon très inflammatoire, ça peut leur faire mal. On doit y aller mollo. Mais en fait, oui, je pense que c'est très intéressant de faire ça. Merci beaucoup. J'ai juste un ou deux participants qui redemandent comment s'appelle le livre que vous avez Ah oui, présenté bien sûr. tout à l'heure, Alors, si vous pouvez ça juste leur s'appelle montrer. attendez, je suis toujours un peu à l'envers, moi, comme ça, voilà. Un autre regard sur la sclérose en plaques.
docteur Alain Bondil. Et puis, c'est, attendez, voilà, ah, je suis à l'envers, hein. Voilà, édition Joubon. Ah, voilà, Voilà. édition Jouvence, hein, voilà, c'est ça. Ok. Voilà, et merci beaucoup. Oui. Alors, je vais prendre, il y a pas mal de questions, mais je vais, voilà, en prendre une dernière encore, vu qu'on arrive gentiment à la fin du webinaire. Et donc là, j'ai un participant qui demande, voilà, vous avez parlé de la vitamine D et son neurologue lui avait dit de prendre 6 gouttes de vitamine D par jour et vous avez parlé de 2000 à 2500 unités. Euh, donc, est-ce Oui. que ça correspond à la même chose? Alors, tout dépend de la marque de son flacon, c'est-à-dire qu'il y a différentes gammes de gouttes de vitamine D. Il faut reprendre sur le flacon exactement le dosage, combien est-ce qu'on a d'unités par goutte. Voyez, je ne sais pas ça, d'accord? Ça dépend si vous avez de la Streli, de la Ville, de la Vidé3, si vous avez de la D-base, il y a des tas de gammes de vitamine D en Suisse. Il faut vraiment reprendre ce qui est inscrit sur le flacon. Euh, je pense que la majorité des médecins prescrivent moins que ce que j'ai dit, mais je me base plutôt sur des connaissances de micronutrition qui sont des nutritionnistes un peu perfectionnés dans la complémentation. Mais peu importe, même si vous en avez moins, l'important c'est d'en avoir. C'est ça que j'aimerais vous dire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, c'était très, très intéressant. Je pense que le sujet, voilà, est très passionnant et on pourrait encore en parler longuement. Oui. Donc voilà, moi je vais vous laisser en tout cas le mot de la fin, si vous voulez encore dire quelque chose, et puis après je reprendrai juste la parole pour voilà, Volontiers. terminer le webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre invitation. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et puis prenez votre santé en main. Ben, en tout Voilà. cas, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup pour votre conférence. Et donc voilà, ce webinaire, il va être de toute façon rediffusé sur notre site internet. Donc voilà, pour chacun d'entre vous, tout le monde peut voilà, peut le revoir. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, pour vos réponses aux différentes questions. En tout cas, c'était très intéressant. Voilà. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Voilà, donc moi je vais juste voilà, vous donner deux, trois informations sur les prochains webinaires. Donc voilà, si vous avez encore différentes questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter aussi via téléphone sur notre infoline. Vous pouvez sans autre appeler du lundi au vendredi, donc de 9 heures à 13 heures au 0844 737 463. Donc voilà, si vous voulez aussi poser des questions par écrit, vous pouvez aussi nous écrire via mail sur info@sclérosenplaques.ch. Et voilà, on a aussi notre infirmière à la société CEP qui peut-être voilà, pourra vous répondre sur différentes précisions dont vous avez besoin par rapport à des cas voilà, que vous auriez. Et puis, si jamais nous, on prendra aussi contact avec Madame Calam pour, voilà, s'il y a d'autres questions par rapport à son sujet. Voilà, donc sinon, on a justement d'autres webinaires de prévus, dont la semaine prochaine, on a un webinaire sur la sclérose en plaques et les droits sociaux. Donc, ça sera animé par notre assistante sociale Laetitia Schertz. Donc, mardi soir de 17h30 à 18h15. Et vous avez aussi le 7 mai, on a mis en place un petit cycle de cours de sport voilà, pour un renforcement musculaire et équilibre. Donc là, il y a plusieurs sessions encore jusqu'à fin mai. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet si ça vous intéresse voilà, d'essayer un des cours. Et voilà, on aura encore plein d'autres dates aussi. On a un cycle de méditation qui va encore continuer. Là, on a fait depuis plus ou moins là, on aura la quatrième session.
Et on va continuer ce cycle de méditation et d'automassage encore sur mai, en tout cas. Et voilà, donc vous aurez toutes les dates prochainement sur le site internet. Donc, si jamais sur le site internet, c'est toujours sur nos prestations, vous allez sous l'onglet cours et formations et ensuite sur webinaire. Donc là, vous trouvez toute l'actualité. Et si jamais, en tout cas, n'hésitez pas aussi à nous appeler, voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres informations. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce webinaire vous a plu, vous aura apporté différentes, voilà, différentes informations dont vous aviez la curiosité. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle soirée au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Merci, au revoir.